Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale. Bienvenue en studio, bienvenue dans votre émission Aventure Chasse-Pêche. Kate, qu'est-ce qui se passe cette semaine dans l'émission? Ben écoute, toi Nicolas, vous êtes dirigé du côté du Chênay, rencontré Sylvain, le directeur au niveau de la formation des agents de protection de la faune. On va voir un petit peu c'est quoi leur mandat, qu'est-ce qu'ils font un peu également. Très intéressant. On continue dans la même veine, ministère Forêt, Faune et Parc. On reçoit en studio le ministre Dufour. On vous présente l'homme en tant que tel, ses motivations. Et on va parler de quelques dossiers, évidemment, qui vous intéressent énormément. Fauniquement femme, tu m'amènes ça? Ben oui, écoute, c'est Joanie Boivin, notre collaboratrice et fille de bois, qui a participé à l'événement. On va en parler un petit peu, voir comment ça s'est passé de son côté. C'est quoi l'expérience Fauniquement Femme, en fait? Très intéressant. Et moi, on se fait une petite entrevue sur des modifications de véhicules pour aller dans le bois. On n'a pas toujours besoin de modifier les véhicules, mais c'est le fun de modifier des véhicules. Oui, certain. Écoute, au niveau de l'actualité, Martin, cette semaine, on parle un petit peu syndrome du museau blanc. Je sais qu'on a déjà fait un reportage dans l'émission auparavant au domaine Jolie. Oui, de lumière. Donc, c'est ça. On avait vu un petit peu comment ça se passait, puis l'évolution de la maladie. Ça en est où, ça, un peu? Bien, tu sais, présentement, c'est une problématique qui est quand même d'envergure nationale, même un peu partout dans le monde, ce syndrome-là existe. On avait fait ce reportage-là à ce moment-là, au domaine Joly-Lebinière, qui était très intéressant, où est-ce qu'on voyait vraiment l'espèce qui avait été logée dans le grenier de la résidence principale. On avait aménagé à ce moment-là. Les biologistes sur place nous parlaient un petit peu de cette espèce de champignon-là qui se logeait sur la chauve-souris, qui l'empêche carrément d'hiverner correctement, il se réveille fréquemment et ça va mener à la mort de la chauve-souris. On en parle régulièrement pas mal tout le temps dans le coin de l'Halloween parce que la Fédération canadienne de la faune a des yeux et des oreilles sur ce dossier-là de manière quand même assez continue pour monitorer ce qui se passe sur le plan national et créer un peu d'incitatif et la volonté des gens, pour les gens de faire quelque chose. Où est-ce qu'on en est rendu? Il resterait à ce qu'on me dit, à ce que j'entends, ça serait à confirmer avec les biologistes, qu'une seule espèce qui n'aurait pas été atteinte, donc on rencontrerait sur une base régulière. Il y aurait des espèces qui seraient éteintes, pas éteintes sur le plan planétaire, mais des territoires qu'on protège au niveau du museau blanc, donc les endroits où est-ce que les chauves-souris ont à hiverner. Donc, très inquiétant, et c'est quand même un acteur très important de notre écosystème. Oui. D'ailleurs, il y a plusieurs organismes présentement qui ont eu des initiatives, entre autres près de l'Halloween, Fondation de la faune, qui ont fait tirer un nichoir justement pour pouvoir aider un petit peu peut-être à l'habitat des chauves-souris, question d'essayer d'assurer la pérennité de cette espèce-là, qui, malgré qu'il soit en danger avec la maladie. Ben oui, puis faire l'éducation un peu. C'est pas épeurant. Signaler, si vous voyez des dortoirs de chauves-souris, c'est important de signaler, de protéger ou de proposer une solution B si, par exemple, on veut les déloger dans notre grenier, par exemple. Donc, assurément. Sinon, côté registre des armes à feu, évidemment, ça a bougé aussi. Oui, on a eu des nouvelles un petit peu cette semaine concernant l'application de cette loi-là qui va rentrer en vigueur. En fait, on n'a pas eu énormément de détails. Les détails vont sortir au début décembre. Par contre, la loi va pouvoir maintenant être appliquée par les agents de protection de la faune en ce qui concerne le registre des armes à feu. Là, c'est important d'en parler. Parce qu'on en parle dans le reportage cette semaine, d'ailleurs, le statut des agents de protection de la faune, tout comme un policier, c'est un agent de la paix. Alors, quand on parle d'une application de loi comme ça, on n'a pas besoin d'aller chercher un autre agent de la paix pour l'appliquer la loi. C'est dans leur mandat. Exact. Et oui, c'est des gens qui ont le droit de donner des contraventions, même si c'est un agent de police, un policier. Ils n'ont tout simplement pas le même mandat tous les deux. Alors ça, tu dis à partir de quelle date que c'est début décembre. On devrait voir les communiqués sortir sous peu au niveau du ministère à ce niveau-là. On va surveiller ça de près de notre côté. Puis ça va pouvoir être disponible sur nos pages Facebook durant le temps des début décembre, quand ça va sortir. Page Facebook Aventure Chasse-Pêche l'émission et Aventure Chasse-Pêche pour le magazine parce qu'il y a tellement de stock qu'on a divisé en deux parce qu'à un moment donné, c'est plus faisable de suivre le fil. Exact. On va vous tenir au courant de ce côté-là. Kate, je te garde avec moi. De toute façon, on se revoit plus tard dans l'émission. Nous, on prend le temps de prendre une petite pause, une gorgée d'eau, parce qu'après la pause, le ministre Dufour qui est avec nous en studio va rencontrer l'homme et voir un peu ses motivations. On parle des grands dossiers ensemble. Allez, vous prendre une gorgée d'eau et revenez-nous.
Tel que promis, la grande visite en studio, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour. Comment allez-vous? Bonjour Martin, ça va bien? Ça va très, très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur de rencontrer l'homme qui est à la tête de notre ministère, à nous, qui nous représente, et de voir un peu qu'est-ce qui vous a amené à ce ministère-là? Qui vous êtes? D'abord, vous êtes natif de Thetford Mines. Natif de Thetford Mines, et puis par la suite, mon père était gérant de banque. Donc, fait en sorte qu'on s'est déplacé à travers le Québec. Donc, ça a été la Gaspésie, particulièrement à Carleton-sur-Mer. Par la suite, on est resté à Boisbriand, même si mon père travaillait à Rosemère. Et ensuite, on a déplacé le tout pour s'en aller en Abitibi-Témiscamingue, plus à Amos, où j'ai fait donc une partie de ma jeunesse en Gaspésie, dans le secteur de Boisbriand et ensuite dans le secteur d'Amos, en Abitibi-Témiscamingue. Fait qu'au départ, vous n'êtes pas un gars de béton, vous êtes un gars d'épinette, on va le dire, vous êtes un gars de bois. Donc le rapprochement avec la nature, c'est un petit peu votre histoire dans vos déplacements de ville en ville. Vous avez toujours été pas mal dans un environnement qui était propice à ce qu'on pratique, nous, comme activité, la chasse, la pêche, la plaisance, le canotage, etc. Maintenant, on part de cet homme-là qui, si je comprends bien, était aussi dans le milieu du voyage. Dans le milieu du voyage, mais ça a été un petit peu justement ce qui nous a amené en Abitibi. Donc, après, au-delà de 16 ans de carrière de gérance de banque, mon père a rencontré, on allait souvent en Abitibi parce qu'on avait de la parenté, et une de mes tantes a proposé à mon père de devenir actionnaire d'une agence de voyage. Et c'est là qu'il a pris la tangente de dire, on lâche la carrière de banque et on s'en va en Abitibi, où il y avait déjà quand même des liens familiaux qui étaient à cet endroit-là. Donc, on s'est retrouvés à cet endroit et le début d'une carrière par la suite dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'économie, dans le domaine du sport, a fait en sorte de m'amener jusqu'à un potentiel d'être un candidat pour un parti politique et j'ai été sollicité justement par M. Legault en fin 2017, début 2018 pour l'élection d'octobre 2018 et c'est comme ça que je m'étais retrouvé en politique. Alors, le patron vous offre un ministère qui s'appelle Forêt, Faune et Parcs. Bon, évidemment, vous avez un background qui est vraiment dans ce sens-là, au niveau du tourisme, au niveau du voyage, c'est de la plaisance, c'est ce qu'on fait, on profite de la nature. Puis la motivation principale, quand je veux changer quelque chose quand je m'en vais vers un travail, je veux une mission. Là. Vous voyez quoi quand l'enveloppe arrive du patron? Pierre, veux-tu prendre ce ministère-là? Bien, la première chose, lorsque tu es convoqué, parce que tout est fait un peu quand même assez solennel et aussi caché, donc on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'on va nous offrir lorsqu'on reçoit un téléphone, de nous dire de nous présenter à telle heure pour rencontrer le premier ministre. Donc, lorsqu'on arrive dans le bureau, il y a un dossier qui nous est offert et on nous présente le ministère en question. Donc, le ministère qu'on me propose à ce moment-là, c'est le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Sur le coup, tout de suite, tu identifies ça à la forêt. Mais par la suite, une fois que tu commences à embarquer dans le jeu du ministère et puis de voir un peu les discussions que tu as avec la direction du ministère, avec mon cabinet qui est mis en place, bien là, tu t'aperçois que la faune a aussi un grand impact au niveau du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Et s'ensuit naturellement tout l'aspect des parcs aussi, des EC, tout ce qu'on retrouve tout dans le milieu faunique et qu'on s'aperçoit aussi le nombre d'utilisateurs qui existent sur le terrain dans la forêt. Donc, oui, on a des industriels, mais on a des villégiateurs, on a naturellement tous les gens qui pratiquent des activités en forêt, que ce soit par plein air, que ce soit par la chasse, la pêche, etc. Donc, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'utilisateurs dans la forêt. Et vous, là, notre nouveau ministre, notre ministère qui nous représente, là. La canne à pêche, la carabine, est-ce que c'est des choses qui ont fait partie de votre éducation? Est-ce que c'est des choses qui font partie de vous? Bien, si on va au niveau de la chasse. Au niveau de la chasse, on a un camp de chasse familial qui est dans le secteur de Joutel-Matagami, donc en Abitibi-Témiscamingue, un petit peu plus au nord d'Amos. Même que mon père a longtemps été à la chasse avec celui que les gens ont connu, François Gendron. Allait régulièrement à cet endroit-là avec mon père et une de mes tantes qui s'appelle Denise Plamondon, qui est une amie
personnel de François. Et ça permettait justement à M. Gendron de déconnecter de la politique lorsqu'elle est là. Mais moi, de mon côté, oui, j'ai été participant d'aller au camp de chasse, mais je n'ai pas vraiment chassé. Je n'ai pas mes cartes de chasseur, de carabine, de port d'armes ou quoi que ce soit. Donc, je ne suis pas un chasseur pratiquant ou utilisateur de la forêt par rapport à la chasse. Par contre, au niveau de la pêche, ben oui, on le sait qu'en Abitibi-Témiscamingue, il y a une très belle pêche blanche qui se fait l'hiver. Il y a une pêche au niveau de certains endroits féeriques qu'on a des prises de dorées incroyables. Ben oui. Donc oui, on a fait pas de la mal pêche. dans le spot, là. Ah, exactement. C'est pas mal dans le spot. Donc, on va parler de doré puis de brochet dans votre secteur. Il y a de quoi de très beau à faire, là. Ben, de ce côté-là, exact. On en a fait. On a eu des très belles, au Capitachouane, par exemple, on a eu des très belles réussites de pêche. Mais de ce côté-là, c'est vraiment plus, moi, la pêche qui m'a toujours interpellé davantage que le côté chasse. On vous pardonne. On vous pardonne de ce côté-là. Vous êtes utilisateur, parce que vous dites, je ne suis pas utilisateur du côté de la chasse, mais ça vous rend utilisateur de la forêt, ça vous rend utilisateur de ce que vous avez à gérer présentement. Puis d'être sur le terrain et de pratiquer, donc de prélever un gibier, que ce soit aquatique ou terrestre, puis de collecter cette viande-là, puis de la consommer, puis de vivre l'expérience de chasse ou encore de pêche, bien, ça vous rapproche de ce que moi je vis dans le bois. Fait que moi, ça me console dans la vision que j'ai soit des problématiques ou des enjeux qui ont au niveau faunique, dans la façon qu'un ministre qui rentre en poste va le gérer, puisque là, vous avez une certaine connaissance de ma réalité. Puis on va... Tout à l'heure, après la pause, je vais vous inviter à parler de... Parce que je vous garde après la pause, vous n'êtes pas sorti du bois en passant? Non, Ou du chalet? Pas de trouble, pas de trouble. Mais de ce côté-là, justement, oui, on a vécu, entre autres, à un moment donné, une situation où il y a eu une coupe forestière près du camp de chasse, et naturellement, ça l'affecte. Et je me souviendrai toujours, il y avait une belle petite pancarte qui était marquée « Bonne chasse quand même » dans la porte. Donc, ça vous donne à peu près une idée que oui, on peut, même si on va là juste par plaisance, dans mon cas, on est arrivé avec des situations quand même assez loufoques là, dans ce type-là. Là. Donc, quand même un passé qui nous rapproche énormément avec nos utilisateurs. Ça me tente, moi, de vous demander si, tiens donc, dans la prochaine saison, je décide d'inviter mon ministre à la pêche avec nous. Sur le terrain, c'est quelque chose qui vous appelle? Ben oui, puis c'est justement une offre que moi, je suis très heureux si vous me la faites officiellement. Puis même d'un autre côté, j'ai aussi un de mes copains qui s'appelle Yves Morissette, qui est une très bonne connaissance de Peter McLeod, et on aurait peut-être même un match parfait qu'on pourrait faire avec l'humoriste et nous-mêmes. Donc, on attend l'invitation. Ça risque d'être le fun, ça, par exemple. On peut rire pour bien du stock dans une chaloupe, mais avec un McLeod, ça peut être très, très, très trippant. Vous avez un beau secteur de pêche. Je savais que l'ensemble des Québécois pêchent énormément la truite mouchetée aussi. Dans notre cas, c'est souvent beaucoup d'opportunités de truite mouchetée aussi, parce que ça rassemble l'ensemble des secteurs. Mais effectivement, on regardera un peu nos agendas communs, puisque j'imagine que l'agenda d'un ministre dans un ministère comme celui-là, c'est quand même assez chargé. Il y a beaucoup de choses qu'on va voir après la pause là, qui vous interpellent. Là. Mais je pense que pour n'importe quel ministre, l'agenda a un impact majeur. Des fois, on essaie de planifier quelque chose et s'il arrive une situation d'urgence ou quoi que ce soit, on a peut-être des fois à intervenir beaucoup plus rapidement sur une autre action. J'avais d'ailleurs justement prévu quelque chose avec M. Cabana, Julien Cabana, que tout le monde connaît comme journaliste. Et puis, on a eu dû, à la dernière minute, l'annuler parce qu'on a eu un événement autre qu'il fallait prioriser. Donc oui, ça peut arriver. Donc c'est pour ça que la date va être bien importante dans laquelle on va choisir. M. Dufour, du 15 de mai au 15 décembre, nous, on est dans le bois en tournage de l'émission qu'on présente présentement à l'écran. Alors là-dedans, je pense qu'on devrait être bon pour s'attraper, pour aller pêcher un peu. L'invitation de M. McLeod peut être bien le fun aussi. Sinon, on a plein d'autres opportunités. On va passer du côté de la pause. De l'autre côté de la pause, ce que je vous propose, c'est vraiment de faire le tour des principales préoccupations de nos auditeurs par rapport à leur faune, à leurs animaux, aux animaux qu'on collecte et qu'on gère, parce que j'aime parler du chasseur gestionnaire, et c'est là-dedans que je vais vous amener après la pause, si ça vous tente. Plusieurs enjeux, Martin, puis si tu me permets, pour la deuxième portion, ben, on n'est plus au bureau, je pense, donc si tu me permets, on va pouvoir enlever cette cravate. On est pas à l'Assemblée nationale, on a un chalet, là, c'est correct. Donc, on va pouvoir enlever cette cravate-là pour la deuxième portion. On s'en va une pause, l'autre bord de la pause, on parle des préoccupations, des choses qui vous préoccupent en matière faunique, avec Pierre Dufour, notre ministre qui est avec nous. Merci.
De retour en studio avec le ministre Dufour. Monsieur Dufour, beaucoup de préoccupations qui sont portées à nos oreilles par les chasseurs-pêcheurs. Évidemment, aujourd'hui, on n'aura pas le temps de faire l'ensemble, le tour de la planète faunique, c'est sûr et certain. Mais les principales qui reviennent et reviennent, la MDC, entre autres, la maladie débilitante chronique, je veux savoir, et tout le monde veut savoir, où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui dans ce dossier-là? Premièrement, Martin, permets-moi de te dire que tu n'es pas le seul aussi qui est interpellé par le public. On a plusieurs enjeux, nous aussi, qu'on se fait interpeller au niveau du ministère avec le cabinet. Mais si on regarde la MDC, ce qu'il faut bien... il faut revenir un petit peu en arrière. Première action qui avait été posée lorsqu'il y a eu la première situation, ça avait été d'engager la compagnie White Buffalo. White Buffalo, lorsqu'on a pris possession du ministère, une chose qu'on s'est fait énormément interpellé par les gens, c'est que la manière que les gens travaillaient de White Buffalo, c'était un petit peu, si on pourrait dire, à l'américaine. Donc, dans cette optique-là, nous, à un moment donné, quand le contrat a terminé, on a accepté de terminer le contrat et de dire, on prend charge au ministère avec les gens du cabinet, ce qu'on a dit, on prend charge de voir comment on peut faire maintenant pour faire les actions. Ce que ça a fait, ça a amené la situation, ce qu'on a dit, on avait trouvé premièrement dans la première expérience, la première situation, 11 bêtes dans l'enclos. Oui. Qui étaient contaminées. Et il y avait eu quand même plusieurs bêtes là, qui avaient été tuées au niveau de l'extérieur de l'enclos pour essayer de voir s'il n'y avait pas une prolifération de la maladie. Donc, ce qu'on a fait suite à ça, c'est qu'on avait besoin de continuer l'inventaire des bêtes naturellement à tuer pour être capable de continuer à voir s'il n'y avait pas eu la MDC qui s'avait propagée, parce qu'on a bien beau penser qu'en faisant une action directe au moment présent, on va faire le travail, mais souvent, là, la maladie peut se développer dans l'année courante, donc un petit peu plus tard. Donc, ce qui fait en sorte qu'on est arrivé avec une mesure qui n'a pas été populaire. On s'entend là-dessus. C'est une mesure qui était peut-être un peu radicale, mais lorsqu'on arrive avec des mesures comme ça, il ne faut pas penser qu'on arrive avec des mesures qui arrivent... quelqu'un a décidé une journée qui se lève et il dit « Tiens, voici la mesure ». On a quand même consulté des gens de l'État de New York qui avaient eu à vivre avec une situation d'MDC. On a consulté d'autres intervenants et on nous a dit c'est possiblement la meilleure façon de trouver le moyen d'éradiquer la maladie pour éviter d'avoir la problématique en forêt pour la suite. Donc, ça a fait en sorte qu'on a mis un plan où il y a 17 municipalités qui ont été quand même interpellées là-dessus. Et on est aujourd'hui, là, on est rendu autour du 12 novembre. On a au-delà de 800 bêtes. C'était l'objectif qu'on avait avec cette mesure-là. Et le tout se termine le 17 novembre. Donc, pour nous, là, on a un travail qui a été fait. Et jusqu'à maintenant, on a, sur les 800 bêtes obtenues, qu'on a pu avoir une expérience d'analyse, on en a 643 et on n'a pas redétecté la maladie. Donc, l'expérience, elle est peut-être difficile à accepter sur le coup, mais si on évite une prolifération de la problématique pour le futur, bien, je pense que c'est tous les chasseurs qui vont être gagnants. Si vous voulez mon opinion à moi, là, littéralement, dans tout ce branle-bas de combat je suis obligé de vous dire, ma vision, malheureusement, a été fouettée beaucoup par l'opinion publique. On parlait d'agir à l'américaine tout à l'heure, mais de l'État de New York, où est-ce qu'on a éradiqué le seul endroit où est-ce qu'on a stoppé la prolifération de la MDC, qui est un prion qui dure des années. Ce sont des mesures excessivement draconiennes qui ont été prises, mais à un moment donné, on n'a comme pas le choix, parce que c'est le cheptel de l'ensemble du Québec qui est à risque. Donc, moi, je trouve qu'au contraire, les mesures qui ont été prises en date du 1er septembre, pour moi, sont relativement minimalistes et suivent une éthique qui, dans l'opinion publique, aurait dû être très bien accueillie. Si on la voit dans le sens que si on ne porte pas une action très concrète, bien, c'est l'ensemble du cheptel québécois qu'on risque. C'est carrément ça. L'autre point, moi, qui m'importe beaucoup, la gestion de ce qui se passe à l'intérieur de l'enclos, où est-ce qu'a été détecté le prion, et à l'extérieur de l'enclos. Ce ne sont pas du tout les mêmes paliers de gestion. Là. Et ça, c'est un très bon point que vous amenez. Puis encore une fois, souvent, pour le commun des mortels, la distinction n'est pas aussi simple que ça à faire parce qu'on arrive avec une situation en dehors de l'enclos, c'est le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs qui est responsable. L'enclos, elle est sous gouvernance de l'Agence fédérale des aliments. L'agence, actuellement, on est en discussion avec eux en espérant une décontamination de cet enclos-là, mais ça fait partie des discussions, puis naturellement que
il y aura une décision qu'eux autres auront à prendre, puis que nous, on essaye de faire en sorte de donner un coup de main là-dedans, avec aussi la MAPAC qui est autour de ça. Donc, on est 2-3 ministères qui travaillent le tout. Mais la décision finale ne nous appartient pas. Nous, ce qu'on essaie de voir maintenant, à partir de là, c'est quels sont les leviers qu'on a pour être en partenariat avec l'Agence canadienne pour être capable de faire quelque chose. Vous êtes doux dans vos propos, hein? Ah, ben regardez, je pense que l'objectif à travailler tout ça, ces enjeux-là, je pense que c'est d'essayer de trouver des collaborations et de trouver une manière d'arriver à des fins justes et équitables pour l'ensemble de la population. Il y avait des gens qui nous demandaient de faire des ajouts de clôture, des choses comme ça. À un moment donné, il faut aussi aller voir dans qu'est-ce qui est la possibilité de le faire, ces actions-là. Bien, c'est qu'il y a une autre agence qui est incluse là-dedans qui doit faire des choses. Vous avez le droit d'avoir la fierté que votre ministère, de votre côté, a pris des actions puis même été suivant l'opinion publique. On n'a pas été de manière trop draconienne, mais si vous avez agi sur le terrain. Là, il y a une autre agence qui a à agir. Donc, il y a une collaboration qui a été établie, mais si les chasseurs, les pêcheurs, vous avez encore des préoccupations, puis il y a des gens à qui vous voulez faire signe, là, il y a encore de la contamination dans l'enclos, puis ça ne regarde pas le ministère. Ça regarde le MAPAC. Donc, c'est un autre gang. On change de cible directement. Tic de l'orignal. Oui. Bien, le tic de l'orignal, on a présentement, on le sait, hein, c'est quelque chose qu'on a commencé vraiment à découvrir en 2012 davantage. On a quand même encore des processus d'études sur la situation. Il n'y a pas de prolifération de la tique en soi, de ce que les inventaires, les études nous donnent jusqu'à présent, mais il faut contenir cette situation-là. Il y en a, on le sait, mais on travaille avec des universitaires dans ce dossier-là, avec des spécialistes pour essayer de voir comment on peut éviter à ce qu'il y ait une prolifération de la problématique de la tique. Donc, il y a une bonne vigile qui se fait là-dessus. L'autre dossier, évidemment, que je vous apporte, vous l'aurez deviné, c'est le plan de gestion de la truite mouchetée. Bien, la truite mouchetée, on est dans une situation, encore une fois, où il y a différentes visions qui, des fois, se confrontent. Donc, nous, au cabinet, lorsqu'on nous a fait les présentations, on a vu un peu ce qu'ils nous présentaient et on arrive avec la situation, bon, ce qu'on nous disait, que possiblement, que si on y allait avec un hameçon circulaire, on aurait une situation qui serait plus gagnant-gagnante parce que, possiblement, qu'on fait en sorte d'avoir ce qu'on appelle en termes anglophones un catch and release, une prise et une remise à l'eau. Donc, ce qu'on disait là-dessus, c'est que possiblement que c'était plus bénéfique pour le poisson. Par contre, on n'en est pas là. Nous, au niveau de la hameçon circulaire, moi, j'en suis pas à cette étape-là. Puis, si je peux rassurer les auditeurs, il n'y a pas de volonté pour nous d'aller avec l'hameçon circulaire parce qu'il y avait il y avait eu à un moment donné un article de M. Cabana, justement, du mois de mars dernier, qui disait que le ministère avait peut-être l'intention d'introduire ça. Je peux vous dire une chose, comme ministre, avec mon équipe au cabinet, on a dit qu'on n'allait pas dans cet angle-là. Par contre, un hameçon circulaire, est-ce qu'on peut l'introduire un jour? Ben, on pourrait peut-être travailler avec, exemple, la fête de la pêche, initier des nouveaux pêcheurs, voir si c'est pas un outil qui pourrait être intéressant. Mais ça, c'est des choses qui se discutent, mais on n'est pas encore rendu à des prises de décision finales à cet effet-là. Donc, on pourrait prendre comme outil l'éducation des jeunes, mais ne pas l'imposer. Ça, c'est... Puis retenez ça, là, parce que c'est ce qui s'est promené beaucoup sur les réseaux sociaux. Le principal point dans le plan de gestion de l'ombre de fontaine qui était un petit peu pointé du doigt par les pêcheurs, c'était l'écrasement de l'ardillon ou encore l'utilisation d'hameçons complètement ronds. Eh bien, ça, c'est quelque chose que, vous avez bien compris, là, le ministre ne tient pas en place. Par contre, je suis parfaitement pour de dire si on fait l'éducation à la base avec, au niveau du catch and release, donc vraiment de la remise à l'eau adéquate, bien là, on arrive à quelque chose d'intéressant. On a la fête de la pêche qui est faite pour les jeunes, pour créer une relève. C'est un objectif qu'on a au ministère. On a baissé le prix des permis. L'objectif d'utiliser la fête de la pêche pour différentes actions, bien c'est ça, c'est d'introduire une nouvelle peut-être manière des fois de faire avec des nouveaux pêcheurs. Celui qui pêche depuis une cinquantaine, une soixantaine d'années de la même façon, pourquoi aller tout déstabiliser? Nous, une des choses qu'on essaye de faire présentement, c'est de faire un allègement réglementaire pour être capable à ce qu'on ait une facilité d'aller à la pêche puis de façon intéressante. Ce qu'on trouve à un moment donné, lorsqu'on est rentré au ministère, c'est qu'avec le temps, on dirait qu'on est venu compliquer le côté chasse et pêche. Donc, si on peut aider à ça, bien nous, ça va être bien heureux si on peut donner un coup de main là-dessus. Faciliter l'entrée de ces nouveaux chasseurs et pêcheurs. Là, on en a grandement de besoin. J'ai comme dans l'oreille un petit quelque chose, moi, qui me cille. On dit un verre d'oreille des fois. Vous n'êtes pas venu juste répondre à mes questions, hein?
Bien, on a, je pense, une belle surprise qui est pour le futur. Honnêtement, et vous me parliez au début de l'entrevue, un peu, quand on arrive en poste, une fois qu'on a fait les premiers briefings avec tout l'appareil gouvernemental, avec la sous-ministre et toute l'équipe, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la faune. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'existe pas de politique faunique. Il y a des actions spécifiques à chacune des bêtes, mais il n'y a pas une vraie politique faunique. Le Québec ne semble pas ne jamais savoir doter cet outil-là. Donc, de notre côté, avec mon cabinet, puis moi, dans mon cabinet, j'ai quand même mon chef de cabinet, c'est un pêcheur de saumon. J'ai d'autres personnes qui vont à la chasse. Donc, ça, c'est des choses qu'on s'est interpellés entre nous, puis on a dit, qu'est-ce qu'on pourrait amener, quel legs qu'on pourrait faire à la faune chez nous après notre passage qu'on aura fait ici. Et là, c'est là qu'on a regardé, puis qu'on a travaillé le tout, puis on avait aussi quand même une sous-ministre qui était encline à embarquer dans le jeu et de vouloir regarder. Et on a aussi une nouvelle sous-ministre à la faune qui je pense que toutes les forces réunies ensemble, tout le monde s'est mis d'accord. Et lorsqu'on a eu la dernière table faunique, on a annoncé justement qu'on était en processus de travail à cet effet-là. On a commencé avec les employés du ministère qui ont été interpellés à participer à des ateliers. Il va y avoir maintenant les partenaires, les communautés autochtones et il y aura aussi le public en général qui va pouvoir intervenir puis présenter un peu ses idées puis tout ça. Donc, je pense qu'à partir de là, nous, notre objectif, c'est d'arriver à pouvoir déposer cette politique-là à l'automne, ce qu'on appelle l'automne 2020. Donc, on ose espérer, et ça ne se fait pas tout seul. J'ai même déjà commencé à en parler avec mon adversaire du Parti québécois, M. Sylvain Roy. J'ai dit, si on veut arriver à quelque chose de bien, Sylvain, qui est un gros utilisateur de la chasse, de la pêche, oui, bien, c'est de regarder à ce qu'on ait une volonté d'arriver à quelque chose pour laisser un beau legs au Québec et aux Québécois. Bien, au départ, c'est une très grande nouvelle et c'est une très bonne nouvelle parce qu'un peu comme la politique de l'eau à laquelle on a fait appel pour, par exemple, l'accès à l'eau, se doter d'une politique en matière faunique comme ça serait une avancée qui est majeure. Maintenant, vous appelez à la consultation publique quand même, ou vous demandez où... Oui, par étapes. Donc là, l'étape des employés a été faite. À ma connaissance, tous les employés qui ont voulu y participer ont été rencontrés. Il y a eu des présentations. Là, on va tomber dans l'étape des partenaires, donc les fédérations, chasseurs-pêcheurs, pourvoiries, ZEC et compagnie, etc. Et là, après ça, il va y avoir aussi un module pour le public général. Et il nous reste à peine 30 secondes. Je veux savoir de quelle façon mes auditeurs peuvent, à l'heure actuelle, se renseigner sur ce qui s'en vient. Où est-ce qu'on va pouvoir voir apparaître des appels à consultation? On veut placer ça sur le site web du ministère. Ça, c'est tout du travail qui est en train de se faire par étapes. Mais je pense que c'est intéressant le fait qu'on avait la chance d'en discuter ce soir. Absolument. De quand même de vous amener cette petite surprise-là. Je pense qu'il peut bien... C'est très bien accueilli. C'est une très bonne nouvelle. Et de toute façon, on va vous tenir au courant au travers de nos réseaux sociaux, évidemment, de Facebook. Monsieur Dufour, c'est un plaisir. N'oubliez pas qu'on a un appointement à pêche ensemble. Définitivement. Et on le prend. On le prend, c'est sûr. Merci de votre visite en studio. On s'en va à la pause. L'autre bord de la pause, on reste dans le même ministère Forêt, Faune et Parc. On parle du travail des agents de la faune. Très, très, très intéressant. Restez là. Les agents de protection de la faune sont les gardiens des lois et règlements qui régissent la majorité des activités de chasse et de pêche dans lesquelles on participe, nous, de notre côté. Ce sont nos alliés dans le bois et dans l'application de ces règlements-là. Sylvain, directeur du Centre de formation des agents de protection de la faune à Duchesnay. Ça va bien, toi? Ça va bien. Toi aussi? Oui, ça va super bien. Good. Quand on rencontre un agent de protection de la faune, on a une idée qui est tirée du passé un peu, du petit bonhomme vert qui est caché dans le bois puis qui attend qu'on tire sur une perdrix en dehors de la saison pour nous donner une étiquette. On a une mauvaise vision. Votre mission, Sylvain, en tant qu'agent de protection de la faune par rapport à tout ça, ça se situe comment? Bien, écoute, Martin, c'est 3 mots. Protéger, éduquer, prévenir. Première partie avec la protection. Quand on parle de protéger, c'est surtout l'application, comme tu viens de le dire, loi, règlement, chasse, pêche, piégeage, habitat. Après ça, l'éducation, bien, on fait de l'éducation
au primaire, on fait de l'éducation au secondaire, on fait de l'éducation à la population en général, les salons de chasse-pêche, on se fait voir un peu partout. Puis la partie prévenir, bien, c'est toute la partie qui vient informelle, tu sais, les sites web, les Facebook de ce monde, les événements, le lien avec la clientèle directe de « Ah, bien, j'aimerais savoir une information sur telle chose. » Bien là, on est en prévention à ce moment-là. Je les reprends dans l'ordre au niveau de la protection. Il faut être conscient que le mandat d'un agent de protection de la faune se rapporte à la faune et à sa réglementation. Mais vous avez un statut tout particulier qui est le même qu'un agent de police. Exact. On a un statut d'agent de la paix. Donc oui, on est policier faunique. On est... les agents sont armés. Souvent, les gens, la population fait comme « Ah oui, vous êtes armés. » Oui, puis on a la loi pénale à appliquer. Donc, la loi sur la conservation mise en valeur de la faune, la loi sur les oiseaux migrateurs. On a un paquet de lois pénales, donc on ne touche pas aux criminels comme tel, mais au pénal. Puis oui, notre statut d'agent de la paix nous rend policiers de la forêt. Donc, il ne faut pas se surprendre d'être interpellé par un agent de la faune pour « Est-ce que vous avez votre permis de pêche? Est-ce que vous avez votre permis de chasse? Est-ce que vous pouvez nous montrer votre conformité versus la loi? » Parce qu'on est là pour faire appliquer de la loi. Et moi, en tant que citoyen qui pratique des activités de chasse, de pêche, etc., je dois respecter ce statut-là au même titre que je respecterais le statut d'un policier qui m'arrête pour un stop ou pour un excès de vitesse, parce que c'est le même statut. Point final, ça, c'est le respect qu'on doit porter. Et de toute façon, la résultante de cette gestion-là que vous appliquez est un peu garante de la pérennité de nos activités de chasse et de pêche, parce que dans la partie prévention, ce que vous faites, les lois et règlements qui sont appliqués et applicables ne sont pas là pour rien. Là. Ben non, puis c'est une application de loi provinciale. Tu sais, les agents de protection de la faune ne sont pas là juste pour un territoire. On est... Québec au complet. Donc, les agents que tu vas rencontrer, au même titre que l'agent de la Sûreté du Québec, bien, comme tu viens de le dire, si on te rencontre sur le terrain puis qu'on se voit, je te demande ton permis. C'est pas est-ce que, s'il te plaît, Martin, tu peux... La loi m'autorise par mes droits, par mes pouvoirs, à demander le permis à Martin, le vérifier. Est-ce que Martin est en loi? Oui, parfait, merci, bonne journée, bonne chasse, bonne pêche. S'il n'est pas en loi, bien là, on va tomber en mode infraction à ce moment-là. Et voilà. Maintenant, vous avez une grande synergie avec la population. Hein? On dit que vous faites appel souvent à la population. Sur des cas précis quand il y a un événement, mais aussi de manière générale quand la population utilise les lieux de chasse, de pêche, de villégiature pour collaborer avec vous et vous rapporter des événements. Bien, tu comprendras qu'avec les pêcheurs, avec les chasseurs, avec les trappeurs, avec les villégiateurs qui sont en forêt, bien, c'est nos yeux, nos oreilles, c'est des gens qu'on a besoin pour être en mesure d'aller chercher l'information sur qu'est-ce qui se passe de pas correct dans votre entourage. Qu'est-ce que chez Martin, et il y a quelque chose en arrière de la maison, tu te dis « Ah, c'est passé de quoi cette semaine? Il a passé un véhicule en arrière de chez nous. C'était le soir tard. J'ai entendu des coups de feu après. Je doute que peut-être le petit camion rouge qui est passé en arrière de chez nous a peut-être fait de... » Bien, on a des moyens pour la population de nous donner un coup de main, de prendre le téléphone, d'appeler SOS Braconnage, d'amener ça sur le site ministériel du gouvernement, sur le site MFFP. Les gens peuvent venir faire ce qu'on appelle des signalements. Donc, vous venez signaler que selon vous autres, il y a de quoi qui se passe de pas correct avec la faune. Et ça, c'est vraiment le pont qu'on veut mettre en valeur entre la population et la finalité, là où est-ce qu'il y a la connaissance pour agir correctement. Parce que vous, lorsque vous recevez un signalement, il y a un processus. On ne répond pas à... On parlait de la marmotte dans le jardin et de la moufette en dessous de la galerie. Il y a un processus et il y a une enquête qui est levée lorsqu'il y a un soupçon qui est notable pour un événement X, Y, Z qui est rapporté au travers des SOS Braconnage. Bien, exact. Puis SOS Braconnage, bien, t'en parles à l'occasion dans l'émission. Tu sais, 1-800-463-2191. Les gens appellent là. Il y a tout le côté confidentialité de ça. Parce que la personne qui appelle souvent en région, dans le village, tu sais, tout le monde se connaît un peu. Ouais, mais vas-tu appeler? Puis là, moi, je sais que c'est mon voisin qui a fait quelque chose. Ça va-tu revenir contre moi, ça? Bien, nous, de notre côté, on s'assure de cette confidentialité-là. Et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas d'agent sur le terrain qu'il n'y a pas personne non plus. Donc, quand la personne appelle à SOS Braconnage, il y a des répartiteurs qu'on appelle qui sont sur place, qui vont prendre le signalement. Puis, à partir de là, bien, ils vont le rediffuser
aux bons endroits dans la province. Tu sais, eux autres, ils ont le contact 7 jours par semaine, 24 heures sur 24, ils sont présents, ils prennent le téléphone, puis après ça, ils envoient ça au bureau de X ou Y région. Mais à partir de là, c'est pas parce que la personne a fait un signalement aujourd'hui à 19 h qu'à 19 h 15, il va y avoir un agent qui va l'appeler aussi. Il faut comprendre que le temps que ça se produise, puis il y a des fois, les agents vont déjà se mettre en mode enquête avant d'appeler pour aller rechercher un peu d'informations, ou des fois, on a déjà de l'information qu'on a eue par un autre signalement, puis on est capable de mettre ça ensemble. Donc, c'est pas automatique que l'agent va rappeler immédiatement, mais oui, si vous demandez à avoir un retour, vous allez en avoir de ce côté-là. Une chose qui est à comprendre aussi, on demande la collaboration de la population, mais ça peut se voir sur 2 plans. Au même sens qu'un acte criminel qui se produirait dans une autre sphère que celle de la faune ou de la flore, être témoin d'un acte qui va contre une loi provinciale ou fédérale, c'est une obligation qu'on a en tant que citoyen de rapporter cette observation-là aux autorités compétentes. Dans ce cas-ci, vous êtes témoin d'un potentiel ou d'un doute sur un acte de braconnage ou encore d'une espèce à déclaration obligatoire. C'est votre devoir en tant que citoyen, c'est dans la loi de rapporter ça au même titre que si vous verriez quelqu'un en train de faire un acte de vandalisme ou encore un crime. Parce que c'est un service qui est au même stade que celui de la SQ, des policiers municipaux ou encore de la GRC et qui va prendre cette information-là et mettre les moyens nécessaires en place pour aller voir jusqu'au bout et agir en tant que tel dans un seul but global, la protection, la pérennité de nos activités, la protection de ces animaux-là, puis de vous aussi dans votre sécurité dans le bois. Oui, puis souvent, Martin, on se dit, bien, ça vaut-tu la peine? Faut-tu que j'appelle? J'ai un petit peu d'informations, mais faut-tu que j'appelle? Parce que je suis pas sûr que ça va les aider tant que ça. Nous autres, toute l'information que la population peut nous donner, elle est bonne à recevoir. Parce que, justement, une personne nous en donne un peu, mais une autre personne a peut-être vu d'autres choses le même soir ou la semaine d'avant, ou va nous en emmener un petit peu. Puis, en plaçant les pions, les morceaux de casse-tête à leur place, on se rend compte que, dans ce secteur-là, dans cette région-là, il y a quelque chose qui se passe avec avec un groupe d'individus. Bien, notre travail après, c'est de tout attacher ça puis d'aller directement contrer cette partie de braconnage-là. Fait qu'il n'y a pas d'information qui est minime, il n'y a pas d'information qui n'est pas assez. On appelle, dans le doute, on appelle. Les 2 moyens en terminant, Sylvain, le site web du ministère, il y a façon de déposer une observation, un signalement. Là, ouais. Sinon, tu me répètes le numéro de SOS Braconnage. 1-800-463-2191. Il est à l'endos de votre carte certificat du chasseur, vous l'avez toujours avec vous en théorie, sinon vous ne pouvez pas acheter votre permis de chasse. Puis on a toujours le Facebook du ministère aussi qui vient vous tenir à jour sur tout ce qu'on a fait et c'est le Facebook du MFFP. Il n'y a pas de Facebook protection de la faune comme tel, c'est le Facebook ministériel. Donc là-dessus, vous allez voir, tu sais, des fois, on vient chercher de l'information. Mon signalement que j'avais fait, là, regarde, là, on a un résultat. Ils viennent de prendre les gens du secteur, puis j'ai peut-être collaboré à ça, puis c'est ce qu'on a besoin de la population. De toute façon, on vous tient au courant à travers de l'émission et des actualités. Sylvain, c'est un plaisir. Merci, Martin. Continuez votre bon job, on a besoin de vous autres. À la prochaine. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est fier de vous avoir présenté cette partie d'émission. Nous, de notre côté, vous le savez, avec Filles de Bois, on s'est mis à rassembler un petit peu la communauté féminine au niveau de la chasse, de la pêche, de la trappe et toutes ces activités-là, mais on n'est pas les seuls. Il y a une organisation qui est Fauniquement Femmes, la Tulipe, qui est là depuis maintenant 20 ans. C'était la 20e édition cet été. Et j'ai avec moi Joanie Boivin, notre autre Fille de Bois, qui a pu y participer cet été. Oui. Écoute, parle-nous un peu de ton expérience. En gros, Fauniquement Femmes, c'est quoi pour commencer? En fait, là, c'est un atelier d'initiation. C'est une fin de semaine d'initiation pour les femmes. Oui. Dans le fond, c'est fait par la FEDCP, la Fédération des chasseurs-pêcheurs. J'ai eu la chance d'y aller avec Émilie, qui y travaille, pour découvrir un peu qu'est-ce que c'est
la fin de semaine. OK. Donc, c'est une fin de semaine. Donc, on part 3 jours. Oui, dans le fond, c'est le vendredi. Le vendredi, on part. Les filles arrivent en train. Oh, wow! En fait, c'est la seigneurie du Triton. C'est en haut de la tuque, c'est dans le bois. Là, on part une gang de filles dans le bois. C'est ça. Les filles débarquent du train, puis il n'y a rien. Il y a une petite gare, c'est une petite cabane 8 par 8, il n'y a rien dedans, là. Les filles débarquent avec leurs valises, puis nous, on les attendait pour les accueillir, dans le fond. Puis on part à pied avec nos valises. Les filles savent pas dans le bois avec notre valise. Oui, exactement. Les sacs à dos, valises. Puis là, on s'en va vers un ponton. On arrive, puis il y a le lac, mais on voit pas rien. C'est vraiment, on embarque sur un ponton, une trentaine de filles, puis on part là-dessus. On arrive, dans le fond, le lac ouvre, puis là, il y a la seigneurie du Triton, l'auberge est là, c'est magnifique. Ben oui. Puis là, vous faites quoi durant ce week-end-là? Bien là, à leur arrivée, les filles, là, on les laisse pas en plan. Là. Ben non, ils sont accueillis avec un cocktail. Puis, dans le fond, c'est ça. On leur explique la fin de semaine. Tu sais, ils arrivent l'après-midi, fait que c'est quand même relax. Là. On leur donne un petit cocktail. Ils apprennent, en arrivant, à faire un tartare de truite. Puis, ils peuvent... Un petit peu de recette. Oui, avec la vraie recette de la seigneurie du Triton. Puis là, comme ça, ils peuvent la faire la manger. Après ça, la soirée, c'est relax. Tu sais, le samedi, c'est la grosse journée d'atelier. Les ateliers sont faits par des femmes qui sont bénévoles. Des femmes comme Hélène Larente, ça fait 20 ans qu'ils font ça. Hélène, ça fait longtemps qu'elle est là. Ils aiment vraiment ce qu'ils font. Ils transmettent ce qu'ils savent, leur savoir. C'est tellement beau à voir. Il y a 4 ateliers, dans le fond. OK. On a des ateliers de pêche à la mouche, pêche à lancer léger, c'est ça. On apprend la théorie puis aussi la pratique. La pratique, ça se fait dehors, il y a de l'espace. Là. Après ça, il y a l'atelier de tir à l'arc. Oui. Les filles apprennent les règlements de base, parce qu'on s'entend que c'est un arme, c'est quand même dangereux. Oui. Ils tirent sur des cibles à l'arc. Il y a le tir à la carabine. Les filles, il y en a qui n'ont jamais vu une arme à feu de leur vie. C'est quand même spécial de les voir. Puis ça, avec une 22. Bien, écoute, c'est un super bon calibre pour faire de l'initiation. Pas de recul, super facile à manipuler, c'est merveilleux, ça. Oui, vraiment, là, les filles, la plupart des filles aiment vraiment ça. Puis la dernière activité qu'il y a, dans le fond, c'est qu'ils apprennent à conduire un moteur hors bord. Ils prennent une chaloupe. C'est quand même drôle de voir les filles se promener dans le lac un peu tout croche, mais dans le fond, c'est tellement beau à voir. Les filles aiment vraiment ce qu'ils font. Puis après cette grosse journée-là, parce que c'est quand même rempli, il y a un bon repas qui les attendait, dans le fond, à la seigneurie du Triton. Les filles mangent comme des reines. On s'entend que c'est une des plus prestigieuses pourvoiries en Amérique du Nord, tu sais. Puis le dimanche, il vous reste une journée, le dimanche? C'est ça. Le dimanche matin, pour les courageuses, à 4h30, on se lève, petit café, et là, à 5h, c'est la tournée en Rabasca. En avant de la seigneurie, il y a un beau lac, puis les filles, ils partent en Rabasca. C'est comme un gros canoë. Oui. Mais là, ce matin-là, il faisait soleil. Le soleil se levait tout juste. Puis le fond du lac, là, c'était une brume. Oh, wow. Tout ce qu'on attendait, dans le fond, c'était les pagaies, puis les huards. C'était magnifique. Pour vrai, là, c'est une super fin de semaine. Puis dans le fond, l'après-midi, les filles peuvent aller à la pêche. On prend les chaloupes, puis les filles prennent le poisson, short lunch, puis après ça, ben c'est terminé, on retourne à la maison. Mais c'est un fichu de beau week-end. Puis justement, avec Filles de bois, qu'est-ce que tu en dirais qu'on puisse peut-être partir, nous aussi, notre propre activité avec les filles? Oui, moi, j'ai entendu parler de peut-être chasse à l'orignal. Oui. Gang de filles. Ça pourrait être pas mal le fun, je pense. Écoute, on va en discuter. On va mettre ça un petit peu peut-être sur nos réseaux. Fait que je pense que ça pourrait être une belle activité à faire pour les filles. Bon, ben merci, ma belle Joanie, d'être venue avec nous en studio. Ça me fait plaisir. Bon, écoute, t'es où, Joe? Salut! Hey, écoute, justement, après la pause, on va parler de panne de courant, toi. Ben, c'est une bonne affaire, avec la capitale. Écoute, on se sent comme au chalet. Oui, on est comme bien, finalement. Avec les cellulaires, pareil, pour avoir des lampes de poche. Je te dirais directement sur nous. On est bien à 11. Vous manquez de courant dernièrement. Si vous êtes chanceux, vous n'avez pas fait partie de cette vague-là d'à peu près 72 heures et plus pour certains secteurs dans le Québec qui ont manqué d'électricité, évidemment, dans les zones de grand vent. Petite tempête hivernale qui s'approchait de nous, qu'on a évité de justesse. Mais ça a coûté cher pour certains en viande dans leur congélateur. Et là, j'ai quelqu'un avec moi en studio, Pierre, de la Capitale Assurance Générale, qui va répondre à une grande question. Parce que vous nous envoyez 2 questions. La première,
ça prend quoi au minimum comme génératrice pour faire virer mon congélateur? Puis la deuxième, j'ai perdu ma viande de bois. Mon assureur me couvre-t-il? C'est pour ça qu'il est là. Pierre, la question est relativement simple, mais il faut en faire le tour parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être différentes d'une police d'assurance à l'autre. J'ai de la viande d'orignal dans mon congélateur. On perd le courant. Je perds ma viande d'orignal totalement. Est-ce que mon assureur va me rembourser ça? Bien, c'est sûr que si c'est une assurance propriétaire-occupant à votre maison où est-ce qu'on couvre des biens, ça va être couvert. Il va y avoir une limite, par contre, une limite de 1 000 de 2 000 à la capitale, il n'y a même pas de limite. Par contre, il y a la franchise. La franchise, c'est la portion qu'on doit absorber lors d'un sinistre. Donc, évidemment, les franchises, au fil du temps, souvent, les gens les montent un peu pour économiser de la prime. Donc, il faut toujours garder en tête que plus on augmente notre franchise, bien, plus... Le coût va être dur si ça arrive. Bien, c'est ça. Puis, il va falloir que le sinistre soit d'un montant quand même élevé pour que ça en vaille la peine. Oui. Là, par contre, avec les derniers événements qu'on a eus, bien, souvent, il y a eu plus que ça comme dommage. On a eu des toits, on a eu plein de choses. Fait que, finalement, souvent, quand tu avais un appel pour de la viande qui était perdue au sous-sol dans le congélateur, il y avait d'autres choses aussi dans la maison qui avaient mal viré. Oui, mais c'était pas beaucoup de choses. Tu me dis que généralement, c'est couvert, mais est-ce que c'est automatique avec tous les assureurs ou si je prends la peine d'appeler mon assureur? Juste pour faire sûr, là. À la maison, est-ce qu'on prend la peine d'appeler l'assureur pour s'assurer que ce point-là est couvert par ma police d'assurance? Ben oui, c'est sûr qu'on prend la peine d'appeler, mais c'est sûr que si la viande est au chalet, puis que le chalet, il n'y avait pas de bien meuble qui était couvert à cet endroit-là, bien, ça ne sera pas couvert. Mais à la maison, c'est des choses qui sont couvertes, particulièrement lors d'une panne. Donc là, évidemment, la viande sauvage, lorsque c'est plus bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment qu'on remplace ça? Ça, c'est la grosse problématique, parce que légalement, au Québec, on n'a pas le droit de marchander de la viande sauvage. Du gibier d'élevage, oui, mais pas de la viande sauvage. Fait que la question, oui, comment le marchander, puis en même temps, je sais savoir comment ça valait, ça, là. Bien, ça, c'est un bon point. Première des choses, ce que l'assuré doit faire, c'est faire la preuve de sa perte. Donc, on fait la preuve de notre perte par exemple, on prenait des photos. On prend des photos de qu'est-ce qu'on avait. Puis un truc pour les saisons de chasse à venir, c'est que si on va chez le boucher pour faire débiter la carcasse, on garde la facture. Oui. Des fois, il peut y avoir une liste de toute la viande qui a été produite. Donc, on garde un inventaire de la viande qu'on a. Et bon, évidemment, au fil du temps, ça va diminuer au fil de l'année parce qu'on va la consommer. Mais en ayant ça, déjà, on donne un bon coup de main. Les photos, maintenant, avec les appareils photo numériques, c'est quand même facile à prendre et à fournir à l'assureur. Donc là, on a fait la preuve de notre perte. Ensuite, l'assureur va évaluer le montant de la perte. Donc, pour évaluer ça, évidemment, on n'a pas de viande similaire qui existe. Donc, on va trouver des équivalences. Par exemple, pour un chevreuil, on va y aller avec du cerf rouge d'élevage. Pour de l'orignal, on va y aller avec du wapiti. Donc, on ne va pas changer votre orignal pour du porc. Vous allez avoir une valeur qui est quand même... Du moins, pour l'évaluation, tu vas te baser là-dessus. Après ça, maintenant, ce que la personne va se procurer comme viande, ce sera bien à elle, mais au moins, c'est évalué selon quelque chose qui est relativement équivalent. Exactement. Donc, c'est sûr que si on regarde ces types de viande-là, ça a quand même une bonne valeur marchande. Oui. Donc, on se retrouve... C'est sûr que si on a une moitié d'orignal dans son congélateur, bien, c'est sûr que ça fait un bon montant. Oui. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va procéder. Évidemment, dépendamment de la partie de l'animal ou du type de coupe, bien, là, les montants vont varier. Mais c'est un peu de cette façon-là qu'on va procéder. Donc, en bout de ligne, la viande de chasse, elle est couverte. C'est sûr que là, le client il pourrait dire « Ah, mais la viande sauvage, ça goûte pas tout à fait la même chose. » C'est un petit peu la contrainte qu'un assureur a. On essaie de remettre les gens dans la même situation qu'ils étaient dans la mesure du possible. Donc, c'est sûr que tout ce qui est valeur sentimentale ou tout ce qui est irremplaçable, on essaie de faire qu'est-ce qui est... On va au mieux. On va au mieux. On va au plus légal. Donc, on y va avec des viandes similaires.
Communiquez avec votre assureur, communiquez avec le Capital Assurance Générale et on va avoir un bon plan de protection là-dessus. Pierre, je te remercie infiniment. Nous, on s'en va du côté de la pause. Au retour, on parle de modification de véhicules parce que c'est le fun puis que c'est pratique. Mais c'est surtout le fun. Cette chronique vous a été présentée par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et des pêcheurs. Pour conclure l'émission, écoute Martin, t'es le genre d'habitude à modifier tes pick-up pour aller te promener dans le bois, mais là, t'as plus de pick-up, t'es rendu avec un VUS, toi. Écoute, c'est pas mal la réalité de l'ensemble de nous autres avec nos petites familles et tout pour se rendre en forêt. Qu'est-ce que tu as fait cette fois-là pour pouvoir modifier ton VUS? Je me suis posé beaucoup de questions. Parce que ça... Y a-t-il quelqu'un qui a répondu à tes questions? Oui, oui. C'est une grande chose de mettre de côté les camionnettes puis de tomber sur un VUS. Faire comme je suis toujours un chasseur, un pêcheur, je vais dans le bois puis je dois l'adapter un peu. Oui. Moi, je me suis tourné vers un bon contact qui est DR Mécanique et Suspension Chambly, qui sont des spécialistes. Puis je leur ai soumis le projet. Je fais comme les boys, j'ai un VUS, puis il faut que ça passe où est-ce qu'un pick-up passe. Pas dire, voilà, tu vas commencer par te calmer. Je vais faire des choses. Ça fonctionne pas de la même façon. Non, du tout. Puis c'est sûr que les options ne sont pas les mêmes. On peut pas modifier autant en termes, par exemple, de suspension, mais on a observé comme 3 blocs de modification. OK. La motorisation. Oui. Évidemment. Je vais avoir un petit peu plus de moteur, que ce soit pour remorquer ou encore pour me sortir du trouble d'un fois quand j'ai besoin d'avoir du snap. Ensuite, la suspension, parce que le VUS est encore plus bas qu'une camionnette, fait question de ne pas accrocher, donc me donner un petit peu plus de distance en hauteur. Et la traction avec les pneumatiques, parce que les pneumatiques d'origine, c'est des pneumatiques de route. Pour le bitume, on veut quelque chose un peu plus agressif. OK. Côté moteur, qu'est-ce que tu as fait? Bien, moi, j'ai pas fait grand-chose parce que je savais pas vers où m'enligner. Parce que, tu sais, tu peux te pointer sur le web puis aller chercher un paquet d'entrées d'air puis de trucs comme ça, Oui, chinois. par toi-même. Puis c'est pas toujours la bonne idée, parce que c'est pas toujours adapté. Mais tu sais, la notion de base, c'est de dire, je veux pas nécessairement modifier pour booster mon moteur, mais surtout enlever les restrictions d'origine. OK. Les manufacturiers, rapidement, font leur moteur de manière à ce qu'il ne soit pas exploité à 100 %. On réduit un petit peu la performance, question d'aller jusqu'au bout des garanties. Il y a des restrictions qui existent au niveau entrée d'air, l'entrée d'air globale, puis la sortie d'air à l'autre bout. Fait que l'entrée d'air du moteur, puis l'exhaust. Puis entre les deux, bien, il y a quelques pièces aussi. OK. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des recherches. Dominique, chez DR, m'est arrivé avec des propositions avec des marques qui sont connues et qui fitaient sur mon bolide à moi. Oui. Dans mon cas, j'ai un Durango RT. On m'a fortement suggéré d'aller vers AFE, qui est une compagnie un peu comme KLN et, par exemple, comme AIM. Il y a plusieurs compagnies qui font des pièces de qualité. OK. Entrée d'air complète. Donc, une entrée d'air Momentum GT de cette compagnie-là. On est allé chercher aussi un throttle body spacer. En français, c'est un entretoise du papillon des gaz. Oh, OK, d'accord. Question d'entrer beaucoup d'air, de donner de la place pour respirer, pour exploser. Plus d'air dans un piston, plus d'explosion, plus de power, puis il faut que ça sorte aussi. Donc, une ligne d'exhaust, si on le veut, un 4-back dans le MagnaFlow, qui est souvent la réponse à plusieurs véhicules. Fait qu'on avait adressé le moteur comme ça. On est vraiment allé chercher un oomph, puis un petit pinch de testostérone de plus, parce que ça sonne en tabarouette. Ah oui, c'est vrai qu'il gronde un brin. Puis côté suspension, tu as fait quoi? Côté suspension, on n'a pas été très, très loin. Hein? Ce qu'on appelle un kit de mise à niveau, un leveling kit 2,5 pouces. Ça a été suffisant pour donner le petit edge de plus qui me permet de moins accrocher. Souvent, là, les soubresauts dans les trails, là, ça fait amplement la job. Fait que suspension, leveling kit 2,5 pouces. Là où est-ce qu'on a joué aussi, c'est au niveau des pneumatiques, évidemment, parce que les pneumatiques d'origine, c'est des pneumatiques de route. Donc, dans mon cas, KO2, BF Goodrich, donc les all-terrain très intéressants. Toyo aussi a des gammes qui sont intéressantes. Mickey Thompson, il y a plein de pneus qu'on peut mettre. On n'est pas obligé d'être super agressif. KO2, dans mon cas, très, très bon. Entre deux, entre la route et la trail. Ma consommation d'essence a à peine monté. Et je me ramasse avec un VUS, pas comme un pick-up, mais aller un petit peu plus dans le bois. Pas loin. Ben, c'est pas mal de tout pour l'émission de cette semaine. Écoute, ça va vite, hein? Oui. Et c'est vrai, hein, on n'a pas eu le temps tantôt pour tout faire avec le ministre en studio. Oui, on a un petit extra web, écoute, sur notre Facebook qui va sortir. Ça va être là, là. Oui. Ça va être là, après l'émission, sur le bord rayé, donc avec le ministre, très intéressant. Oui, puis restez des nôtres. La semaine prochaine, on s'en va à la chasse au petit gibier entre amis. Vous voulez pas manquer ça. Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning.
et par La Capitale Assurance Générale.